Tunisie, les premières élections municipales de l'après-révolution de 2011, déjà reportées une fois, ont été à nouveau repoussées pour quelques semaines et fixées au 6 mai 2018. Au Nigeria, le ministre ivoirien de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, a été désigné nouveau président de la commission de la CEDEAO. Il remplace le Béninois Marcel Alain de Souza. Au Gabon, 2 journalistes danois en situation de reporter dans le pays pour le compte de la chaîne de télévision nationale géographique ont été sauvagement agressés samedi à Libreville. Bonjour à chacun, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette session d'information sur Sika à Abuja au Nigeria. Le ministre ivoirien de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, a été désigné nouveau président de la commission de la CEDEAO, entendez, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est à l'issue du 52e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la dite institution. Il vient remplacer donc le Béninois Marcel Alain de Souza. Reportage. Les rideaux sont tombés à Abuja, au Nigeria, sur le 52e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, avec, pour entre autres acquis, la désignation d'un nouveau président de la commission de la dite institution. Le Béninois Marcel de Souza est appelé à passer le témoin à l'Ivoirien Jean-Claude Brou, actuel ministre de l'Industrie et des Mines. Il occupera le fauteuil à compter du 1er mars 2018 pour un mandat de 4 ans non renouvelable. À l'instar de son prédécesseur, Jean-Claude Brou sera assisté d'un vice-président et de 13 commissaires. Une nomination en douce saluée par tous les chefs d'État et de gouvernement présents. Créée en 1975, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest compte à ce jour 15 membres. Le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Une liste qui passera dans les tout prochains jours à 16. En pleine négociation pour intégrer l'organisation, le Maroc. Le royaume chérifien a déjà un accord de principe des chefs d'État et de gouvernement depuis le mois de juin dernier. Théoriquement, une décision favorable était attendue en faveur de Rabat lors de ce 52e sommet de l'organisation régionale. Mais des craintes de certains pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ont poussé l'organisation à reporter sa décision. Un sommet extraordinaire de l'institution début 2018 pourrait acter l'adhésion du Maroc. En Tunisie, les premières élections municipales de l'après-révolution de 2011, déjà reportées une fois, ont été à nouveau repoussées de quelques semaines et fixées au 6 mai 2018. L'annonce a été faite par l'instance chargée d'organiser donc ce scrutin. Elle justifie cette décision par la volonté de mieux préparer les élections tout en préservant le consensus entre les partis politiques engagés dans cette course. Reportage. Le scrutin attendu de longue date pour consolider la transition démocratique était initialement prévu ce mois de décembre et avait été reporté une première fois au 25 mars 2018. L'instance supérieure indépendante des élections a décidé samedi dernier de le repousser à nouveau au 6 mai 2018 à la demande des principaux partis politiques. Selon des membres du Conseil de l'instance supérieure indépendante des élections, ce décalage vise à mieux préparer le scrutin en préservant le consensus entre les partis politiques. Il faut dire que la décision a été prise à l'issue d'une réunion publique avec tous les partis. L'instance chargée d'organiser le scrutin a approuvé le report en contrepartie d'une garantie du chef du gouvernement Youssef Chahed que le calendrier électoral sera publié sous peu au journal officiel et que le décret présidentiel convoquant les élections sera signé dans la foulée. Au total, près de 5 millions de Tunisiens devront élire les responsables de 350 municipalités sur la base d'un scrutin proportionnel à un tour. Espéré depuis des années, les municipalités devraient ancrer le processus démocratique à l'échelle locale et améliorer la vie quotidienne des Tunisiens, exaspérés par la dégradation des services et infrastructures depuis 2011.
Au Gabon, 2 journalistes danois en situation de reporter dans le pays pour le compte de la chaîne de télévision National Geographic ont été sauvagement agressés samedi à Libreville. L'agression à l'arme blanche a été perpétrée par un ressortissant du Niger résidant régulièrement au Gabon. Plus de précisions à travers ce reportage. C'est en plein cœur du village artisanal du Gabon, lieu très prisé des touristes, qu'ils ont été pris à partie à l'arme blanche. Les 2 journalistes danois, un homme et une femme. L'homme grièvement blessé aurait été opéré avec succès et placé en soins intensifs. Le ministre de la Défense rapportant les faits a affirmé que l'agresseur a hurlé « Allah Akbar » au moment de l'action. Interrogé par la police, l'assaillant, un ressortissant nigérien âgé de 53 ans, résident au Gabon depuis 19 ans, a affirmé avoir agi en représailles aux attaques des États-Unis contre les musulmans et à la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël. C'est la toute première attaque du genre au Gabon, l'un des pays en Afrique où les musulmans et les chrétiens vivent en parfaite harmonie. Tout en condamnant l'acte qualifié d'abominable, de lâche et d'ignoble, le ministre gabonais de la Défense, intervenant au nom de son collègue de l'Intérieur absent du territoire, s'engage à tout mettre en œuvre pour que l'auteur et ses éventuels complices soient sanctionnés avec la dernière rigueur qu'autorise la loi. À se dire, le Gabon ne saurait être le théâtre ni d'agissements contraires au mode de vivre ensemble cher aux autorités, ni d'actes attentatoires à la paix sociale. Au Bénin, les autorités en charge de la gestion du second compact du programme de Millennium Challenge Account ont rencontré en semaine la presse locale. Objectif, faire le bilan des actions du programme pour le compte de 2017 et présenter les perspectives pour 2018. Axé essentiellement sur l'énergie électrique, le deuxième compact d'un montant de 375 millions de dollars vise à accroître la productivité et la production de la société béninoise d'énergie électrique et améliorer également la quantité et la qualité de l'approvisionnement de l'électricité. Voici quelques propos recueillis lors de cette sortie médiatique. Je dois préciser que l'objectif du gouvernement, c'est non seulement d'améliorer la disponibilité de l'énergie électrique, mais également d'assurer l'accès à l'électricité à tous. Et vous comprenez très bien que dans ce contexte, les activités de MCA Bénin s'inscrivent dans cette logique-là. C'est pour ça que j'ai parlé tantôt de production et que maintenant j'aborde le projet distribution. Au niveau du projet distribution, il s'agira essentiellement de moderniser le réseau de distribution de Cotonou en vue de renforcer la capacité de ce réseau pour anticiper les besoins futurs, de réduire les pertes techniques, mais également de réduire tout ce qu'il y a comme coupure, etc. Il y a un deuxième volet qui concerne le volet régional. Il s'agit essentiellement d'améliorer la connexion entre Cotonou et Porto Novo par une ligne 63 kV, mais également de renforcer certaines infrastructures au niveau des régions, notamment là où il y aura construction des centrales solaires photovoltaïques, pour faciliter l'injection sur le réseau et en même temps voir la possibilité d'améliorer les plans de tension au niveau des réseaux de distribution de ces zones-là. Au niveau des MCC, on regarde à niveau mondial les programmes qui visent le secteur de l'énergie. Le Bénin vraiment se distingue pour ce niveau de volonté politique. Donc, je crois que c'est un gouvernement qui respecte ses engagements et avec lequel nous avons un très bon dialogue. Et donc, dans ce cadre-là, je crois que c'est important de souligner qu'il y a presque à peu près 1 milliard d'investissements, soit au niveau de prêts, soit au niveau de dons, et qui va se dérouler dans les prochaines 5 années ici au profit du secteur de l'énergie au Bénin. Hors de l'Afrique, au Brésil, Marcelo Odebrecht, le magnat du bâtiment, au cœur du plus grand scandale de corruption de l'histoire du pays, sort officiellement de prison mardi. Mais l'homme ne sera pas accueilli à bras ouverts par ses proches pour les fêtes de fin d'année et pour cause. Reportage. Assigné à résidence, Marcelo Odebrecht, le magnat du bâtiment au Brésil, va quitter mardi sa cellule pour purger le reste de sa peine de 10 ans de prison dans une villa luxueuse de Sao Paulo. Un confort assombri cependant
par des tensions familiales dignes d'un feuilleton Dallas à la sauce brésilienne. Ces aveux, des faits qui lui sont reprochés, auraient sensiblement divisé la famille en deux camps. D'un côté, le père et la plupart de ses oncles, et de l'autre, le mis en cause et un oncle. Surnommé le prince, Marcelo était à la tête de la plus grande entreprise de BTP d'Amérique latine avec des réalisations dans le monde entier, du stade de l'équipe de basket des Miami Heat à un barrage en Angola. Il y a encore quelques années, ce PDG longiligne au regard perçant était l'un des hommes les plus influents du Brésil. Tout a basculé en 2015. Accusé de graisser la patte de dizaines de dirigeants à travers le monde pour obtenir des contrats, il sera finalement arrêté. Ce fut l'un des points d'orgue de l'opération Lavage Express. Cette enquête tentaculaire a révélé un réseau de corruption d'une ampleur inimaginable dont Odebrecht est l'un des cas les plus emblématiques. L'entreprise disposait même d'un service comptable dédié à ces vêtements occultes, le secteur d'opérations structurées, plus connu en interne comme le département des pots de vin. Aujourd'hui, âgé de 49 ans, Marcelo Odebrecht n'est plus le PDG du groupe familial en pleine restructuration. 26 personnes tuées et 23 autres sont portées disparues aux Philippines suite au glissement de terrain survenu dans une île du centre-est du pays. L'incident a été provoqué par la tempête tropicale Kai-Tak. Reportage. Outre la destruction des fermes et des récoltes, les intempéries ont causé des glissements de terrain faisant de nombreuses victimes. En tout, la tempête tropicale Kai-Tak a fait plus de 25 personnes tuées dans une île du centre-est des Philippines. 23 autres personnes sont portées disparues, à en croire les autorités locales. La tempête a déferlé, en particulier sur les îles orientales de Samar et Leyte, contraignant à l'évacuation de près de 88 000 personnes. Dimanche, la tempête Kai-Tak a perdu de sa puissance pour devenir une dépression tropicale. Toutefois, les autorités philippines ont mis en garde contre la possibilité d'inondations et des glissements de terrain. D'après l'Agence nationale de gestion des catastrophes, des lignes électriques ont été arrachées dans 39 localités sur Leyte et Samar. Des ponts et des routes ont également été endommagés après le passage de la tempête Kai-Tak. À quelques mois du coup d'envoi du mondial de football, les autorités russes multiplient les mesures pour renforcer leur dispositif de sécurité et lutter au mieux contre le hooliganisme. Elles n'hésitent donc pas à s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres pays adeptes du cuiron comme le Royaume-Uni. Reportage. Dernier briefing avant un soir de match presque banal pour la police de Manchester. Presque, car aujourd'hui, près de 1200 supporters russes sont venus soutenir le CSKA Moscou face à Manchester United. Un cocktail de fans potentiellement explosif aux allures de répétition générale avant le mondial de football en Russie cet été. Pendant le mondial, nous aurons des policiers basés au centre de coordination de Moscou, ainsi que dans les stades où jouera l'équipe d'Angleterre, afin qu'ils puissent communiquer directement avec les autorités russes. De cette façon, nous pourrons leur donner des conseils sur la meilleure façon de gérer d'éventuels fauteurs de troubles. À Manchester, tout le monde garde en tête les images des affrontements entre supporters russes et anglais à Marseille lors de l'Euro 2016. Plusieurs dizaines de policiers ont été déployés aux abords du stade pour éviter tout incident. Au Royaume-Uni, ce que la police essaye de faire, c'est de parler aux gens. Et s'il y a le moindre problème, nous essayons d'intervenir le plus tôt possible afin de pouvoir calmer les esprits avant qu'ils ne rentrent dans le stade. Depuis la salle de contrôle du QG de la police, une équipe surveille les mouvements de foule. À cette occasion, une délégation venue de Moscou a également fait le déplacement pour observer le travail des policiers, signe que le problème est pris très au sérieux par les autorités russes avant le mondial. Ce que nous essayons de leur montrer de notre police, c'est une façon d'agir différente. Au Royaume-Uni, nous avons réellement fait des progrès. Avant, les fans de foot étaient parfois considérés et traités comme des criminels, parfois comme des animaux. Et aujourd'hui, on a compris que la vaste majorité d'entre eux sont simplement des gens respectables qui veulent regarder un match de football. Si le hooliganisme a quasiment disparu des stades britanniques depuis les années 80, il reste très présent en Russie. À quelques mois de la compétition, le pays multiplie les mesures pour empêcher toute flambée de violence. De nombreux hooligans ont été arrêtés et une nouvelle loi a durci la législation contre les fauteurs de troubles.
Voilà, c'est sur cette note que nous refermons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne semaine à chacun et à tous. Au revoir.